Je me risque à présenter Yannick et la Fonda. Yannick Blanc, tu es haut commissaire à l'engagement civique, tu es haut fonctionnaire, et puis tu es président de la Fonda, qui est une association qui a été fondée en 1981 pour promouvoir le fait associatif et qui développe aujourd'hui des démarches de prospective tournées vers la société civile, vers les réseaux associatifs. Et donc vous intervenez dans beaucoup de réseaux. Vous éditez une revue et vous militez pour que les associations trouvent toute leur place dans les transformations du monde. Et vous avez analysé les grandes transitions, 5, 4, je ne sais plus, et c'est ça que tu vas nous présenter ? Oui, je vais essayer de mettre l'accent sur la façon dont les mutations, les transitions évoquées par Hugues agissent simultanément à l'ensemble des échelles, à la grande échelle planétaire qu'on a évoquée, en même temps qu'à celle de chacun d'entre nous et de nos territoires et de nos voisinages. Un petit mot d'abord pour dire que ce que je ressens en prenant la parole devant vous, c'est très impressionnant pour moi de m'exprimer devant le nombre qu'Isabelle évoquait tout à l'heure. La Fonda et les centres sociaux, c'est une histoire ancienne de très grande proximité. Isabelle a été chargée de mission à la Fonda avant d'être chargée de mission à la Fédération des centres sociaux, et nous avons au cours des dernières années eu de multiples occasions de travailler ensemble. C'est donc pour moi une vraie satisfaction d'être là. C'est une profonde satisfaction de voir que les outils de la prospective que la Fonda a commencé à déployer au profit du monde associatif il y a maintenant 6 ans commencent à être appropriés de plus en plus massivement par les réseaux associatifs. Nous sommes convaincus qu'il y a là un outil d'action, un outil d'influence qui peut avoir un rôle clé à jouer, y compris dans le contexte politique que nous vivons aujourd'hui. Et puis je voudrais dire enfin, parce que j'ai été préfet de 2 départements, que j'ai la conscience aiguë de ce que les centres sociaux sont, avec les établissements d'enseignement, probablement la première ligne de la cohésion sociale. Et donc j'ai un respect vraiment infini pour le travail que vous faites, la veille, la vigilance, la permanence que vous assurez dans la société. Quelques phénomènes prospectifs, quelques transitions. Je voudrais principalement illustrer le fait que les transitions dont a parlé Hugues, et notamment la transition démographique, la transition écologique et la transition numérique, agissent simultanément à toutes les échelles. Et c'est ce qui rend la capacité de projection dans l'avenir et la capacité d'action collective tellement difficile aujourd'hui. Premier exemple, première transformation de la société, le vieillissement démographique. On perçoit le vieillissement démographique, notamment dans les métiers du social, on perçoit le vieillissement démographique d'abord comme une question de prise en charge des personnes les plus âgées. Et ça a été un problème, effectivement, de répondre à des besoins, de construire des établissements, de développer l'aide à domicile, d'élaborer une prestation pour la dépendance, etc. Ça a été un problème auquel il a fait face. Mais cet aspect du vieillissement démographique n'est que, pour utiliser un lieu commun, la partie émergée de l'iceberg. Le vieillissement démographique transforme toute la société. Nous passons en moins de 50 ans d'une société où cohabitaient 3 générations à une société où coexistent 5 générations. Aucune société humaine n'a fait cette expérience avant nous. Nous n'avons pas de point de repère, nous n'avons pas de patrimoine intellectuel, nous n'avons pas de bagage pour savoir comment on gère une société à 5 générations. Pourquoi 5 générations? On est passé d'une société où il y avait l'âge de l'enfance et de la jeunesse qui s'arrêtait à 20 ans. L'âge adulte qui commençait à 20 ans et qui allait jusqu'à 60, entre 60 et 70, et ensuite il y avait la vieillesse. Et aujourd'hui, on est dans une société où vous avez l'enfance. À partir de 15 ans, la jeunesse commence avec des comportements qui ne sont plus les comportements des enfants, des comportements de consommation, de dépendance, de relation à la famille, mais des comportements d'autonomie de décision. La jeunesse commence à 15 ans et va au moins jusqu'à 30 ans. C'est donc une très longue période qui n'existait pas il y a un demi-siècle.
La jeunesse pose, comme vous le savez, des problèmes d'autonomie financière, d'autonomie de comportement, qui sont, et d'accès au marché du travail, qui étaient inconnus il y a 2 générations. Pourquoi est-ce qu'on dit vers 30 ans la jeunesse? D'abord parce que ça correspond à des trajectoires de stabilisation dans l'accès au marché du travail, et puis il y a un indicateur qui est très intéressant, qui est l'âge moyen auquel les femmes ont leur premier enfant. Cet âge moyen ne cesse de reculer et il y a 2 ou 3 ans, il a dépassé 30 ans. Donc je pense que c'est un indicateur très significatif. 3e génération, celle de la maturité, à partir du moment où effectivement on s'installe en famille et où on a, dans toute la mesure du possible, un emploi stable, on se stabilise dans l'emploi, ça commence à 30 ans. Ça ne dure pas très longtemps, parce qu'à 55 ans, on devient déjà marginal sur le marché du travail. Il y a beaucoup d'entreprises qui considèrent qu'à 55 ans, on n'est plus employable. À 55 ans, on entre dans la seniorité. Et la seniorité, qui est une classe d'âge qui n'existait pas auparavant, la seniorité, ça va de 55 ans jusqu'à environ 80 ans, c'est-à-dire là, l'âge où commence le grand âge, l'âge de la vieillesse proprement dite et de la dépendance. Ces classes d'âge n'ont pas ni le même comportement familial, ni le même comportement de consommation, ni le même comportement économique que celui des classes d'âge qui existaient auparavant. Les jeunes n'ont pas les mêmes besoins en termes de biens culturels, en termes d'habitat, en termes de santé, que les besoins qui ont été à la base de notre système de formation professionnelle et de protection sociale. Les seniors actifs, les seniors de 55 à 80 ans, sont dans une situation extrêmement ambivalente sur le plan de l'activité, puisqu'ils sont à la fois progressivement marginalisés du marché du travail, et néanmoins, ils ont une capacité d'activité et de production considérable. Ils représentent une force centrale pour le bénévolat. Et le bénévolat est un des facteurs essentiels de la cohésion sociale. Et cette place, à la fois ambiguë et centrale, n'est aujourd'hui pas reconnue dans l'organisation de la société, et notamment dans l'organisation symbolique de la société, même si les seniors actifs occupent dans certains domaines d'activité une place dominante. Je pense en particulier à la classe politique. Le vieillissement démographique, c'est à la fois une transformation globale de la population, de l'objet des politiques publiques, de l'objet de l'organisation de la société. La société ne repose plus sur les mêmes équilibres de population. Et le vieillissement démographique, c'est en même temps la transformation de la trajectoire de chacun d'entre nous. Comme nos horizons de temps ne sont plus les mêmes, nos stratégies d'individus, nos stratégies de formation, nos stratégies professionnelles, nos stratégies de consommation, nos stratégies matrimoniales, la façon dont nous organisons notre vie diffère totalement. Un exemple très simple, le senior actif aujourd'hui est quelqu'un qui est encore partiellement en charge de ses enfants, qui les aide à se loger sur le plan financier, etc., qui est souvent un aidant familial fondamental pour ses petits-enfants et qui en même temps a la charge de ses parents vieillissants. Ce type de situation sociale, de comportement, de stratégie n'existait pas, et c'est donc une transformation très, très profonde de notre société. Deuxième type de transformation qui touche à la fois le monde dans sa globalité et l'intime, la transition écologique. Je ne vais pas être très long là-dessus, je veux simplement insister sur un point qui est la transformation de notre perception du monde. Toutes les sociétés qui nous ont précédés, toutes les organisations sociopolitiques qui nous ont précédés depuis la Renaissance ont vécu dans un monde en expansion. Le sens même de l'action collective pendant 5 siècles a été l'expansion, la conquête des espaces, la conquête des territoires, l'augmentation de la production, l'augmentation de l'influence. Il n'y a pas si longtemps encore, au moment de la guerre froide, le grand défi symbolique de l'affrontement entre l'Est et l'Ouest, c'était la conquête de l'espace. On imaginait encore à ce moment-là que cette extension de l'espace de l'humanité, de l'espace de l'action, serait indéfinie. Depuis moins d'une génération, nous avons collectivement pris conscience que nous vivions dans un monde fini,
Hugues l'a évoqué à propos de la limite des ressources naturelles, cette perception du monde comme ensemble de ressources finies et fragiles est radicalement nouvelle. Elle n'a pas de précédent dans les représentations culturelles, dans les représentations symboliques, dans l'organisation du pouvoir dans les sociétés. C'est donc une mutation extrêmement brutale. Je voudrais également insister sur le fait que le numérique, la transition numérique, est en train de structurer ce qu'on pourrait appeler un mode de production. Si on schématise un petit peu les étapes de la transition numérique, on s'aperçoit qu'elle a dans un premier temps modifié, qu'elle a d'abord été une révolution technique, au sens où elle a modifié les conditions de la production. Les ordinateurs, depuis les années 70, sont venus progressivement s'ajouter aux outils industriels. Dans les années 80, je me souviens que dans les années 80, il y avait une grande controverse sur l'industrie française, sur l'industrie de la machine-outil en France, qui était en train de disparaître, et on disait, mais ce qui est important, c'est de produire des tours à commande numérique. Mais on produisait des tours, c'est-à-dire des machines à usiner l'acier. Bon. Ça a été la première phase. Deuxième phase, la révolution numérique a produit de nouveaux objets de consommation. Des ordinateurs, des téléphones portables, puis des smartphones, et ainsi de tablettes, et ainsi de suite. Troisième étape, la révolution numérique génère un nouveau type d'activité. Et puis, avec les objets connectés, avec la donnée, le big data comme élément même de production de valeur, on entre dans l'ère du mode de production numérique, c'est-à-dire que ce sont les flux d'informations, les flux de connaissances, les flux de données qui structurent les chaînes de valeur, qui structurent l'organisation de la production, mais pas seulement de la production d'objets ou de la production de services, c'est la production de la société elle-même qui se structure entièrement autour de ces outils numériques. Et cette structuration, une fois de plus, elle touche à la fois la vision d'ensemble qu'on peut avoir de l'organisation de notre production, et elle touche, bien entendu, la façon dont chacun d'entre nous s'insère dans ce processus de production. Un exemple, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise ? Il n'y a pas si longtemps, une entreprise, c'était une unité de production ou un ensemble d'unités de production, c'est-à-dire des implantations immobilière, des murs, un espace clos, avec pas seulement un lieu de travail au sens matériel du terme, des moyens pour agir, des machines, un lieu où on vivait, avec non seulement le moment de la production, mais le vestiaire, la cantine, les activités du comité d'entreprise. Il y avait là une unité de lieu et de temps qui structurait l'entreprise comme collectivité humaine. Demain, l'entreprise sera un ensemble de flux, avec des règles de gouvernance, avec des modes de structuration de la collectivité, avec des modes de communication entre les membres de l'entreprise qui sont déjà dans beaucoup d'activités très largement transformées. Donc c'est là encore à la fois la vision globale des structures, qu'est-ce que c'est que le dialogue social, sur quelle base est-ce qu'on construit la représentation des acteurs du dialogue social, comment s'organise la gouvernance de l'entreprise, qui décide, tout cela est en train de se transformer. Hugues a insisté tout à l'heure sur l'interface, enfin la fusion entre le monde de la finance et les technologies numériques. On sait que les technologies numériques ont permis à la finance de prendre le pouvoir sur l'entreprise, mais depuis la transition numérique, le mode de production numérique s'est élargi pas seulement à la décision financière, mais à l'ensemble du processus de production et de consommation. Le rapport même entre la consommation et la production se transforme, puisque c'est la production de données par le consommateur qui, pour un certain nombre d'entreprises, est la principale source de valeur. Tout ça est en train de se transformer de manière irréversible. La partie la moins bien aperçue, la moins bien comprise de cet ensemble de transitions que nous sommes en train de vivre, et pourtant la partie qui est vécue de la manière probablement la plus critique, voire la plus douloureuse, c'est la transition de nos institutions. Les institutions qui organisent la société sont très anciennes,
elles sont fondées sur des mécanismes qui se sont installés à une échelle séculaire, et ces mécanismes sont en train de disparaître. Je voudrais en distinguer deux. Premier mécanisme, c'est ce que j'appelle la matrice tutélaire. Tous nos systèmes de pouvoir, pouvoir administratif, pouvoir technique, pouvoir médical, pouvoir lié à l'enseignement, tous nos mécanismes de pouvoir se sont fondés sur une matrice dans laquelle il y a un tuteur et un individu en tutelle. Qu'est-ce que j'appelle un tuteur? Le tuteur, c'est un personnage, exactement comme dans le régime juridique de la tutelle sur les personnes incapables. Le tuteur est quelqu'un qui, parce qu'il détient à la fois des connaissances et une capacité d'action, décide pour le compte de celui qui est en tutelle et sait mieux que celui qui est en tutelle ce qui est bon pour lui. Le rapport de tutelle est dans une certaine mesure un rapport de domination, et depuis plusieurs siècles, la philosophie politique, depuis Machiavel, la philosophie politique a analysé les rapports de pouvoir dans la société comme des rapports de domination, avec dominants et des dominés, des gouvernants et des gouvernés, mais il y a autre chose que la domination dans la tutelle. Dans la tutelle, il y a une dimension de bienveillance, il y a une dimension de protection, il y a une dimension de représentation et de délégation. Encore une fois, le tuteur agit pour le bien de celui qui est en tutelle. Cette matrice tutélaire, elle a structuré l'ensemble de nos systèmes de pouvoir. Le pouvoir administratif, le pouvoir de gestion des finances publiques, le pouvoir du cadastre, de la façon dont on maîtrise l'espace, la géographie, les données foncières. Elle a structuré le pouvoir technique, celui de nos grands corps d'ingénieurs par exemple. Elle a par excellence structuré le pouvoir médical. Et la révolution médicale que nous avons vécue depuis les années 80, c'est-à-dire depuis l'épidémie de sida, a précisément été la remise en cause de cette relation tutélaire. Le malade n'accepte plus, comme il l'acceptait autrefois sans aucune discussion, d'être sous la tutelle du soignant ou du médecin. Et ce que nous vivons aujourd'hui, et Dieu sait si nous avons du mal à l'assumer et à le vivre, c'est la remise en cause de la relation tutélaire dans l'acte d'enseignement. C'est au cœur de toutes les controverses sur l'école, et on voit même à quel point ces controverses peuvent aller jusqu'à un degré de violence des arguments. Un certain nombre d'intellectuels de haut niveau se sont exprimés l'année dernière ou il y a 2 ans sur la réforme du collège en écrivant sans rire que la réforme du collège c'était la fin de la civilisation. Donc on est là au cœur des mécanismes les plus profonds d'organisation institutionnelle de la société. Cette relation verticale qui s'est délitée, qui s'est défaite dans l'ensemble de nos institutions à cause de l'accès aux connaissances, à cause de la mise en circulation d'une plus grande masse d'informations, à cause d'un certain nombre de mouvements d'émancipation des individus, remet en cause très profondément le fonctionnement de nos institutions. Songez qu'aujourd'hui, l'égalité entre les hommes et les femmes est présentée dans nos institutions politiques comme une des valeurs fondamentales de la République. Nous savons bien dans quelles circonstances l'égalité entre les hommes et les femmes est devenue une valeur, mais c'est un phénomène d'une très grande ambiguïté. L'égalité entre les hommes et les femmes est devenue une valeur comme le fruit d'un long combat féministe, d'un long combat des femmes pour la conquête de leur égalité. Et brusquement, en quelques années, ce long combat auquel précisément le pouvoir masculin tutélaire a résisté s'est renversé et est devenu une valeur défensive de la société occidentale contre ce qu'elle perçoit comme une menace inspirée par l'islam. Ce chaos dans les représentations, cette transformation des priorités est un des symptômes de cette dissolution de la matrice tutélaire de la société. Par quoi cette matrice tutélaire va-t-elle être remplacée ? C'est la question qui est posée aujourd'hui à l'ensemble de nos institutions. C'est une question qui met en cause les rapports entre les individus. C'est une question qui soulève des controverses éthiques. C'est une question dont on voit une manifestation par exemple par l'émergence de la notion de harcèlement dans l'éthique des relations des individus dans les institutions. Le harcèlement, ça n'existait pas il y a 20 ans. C'était une notion inconnue.
c'est devenu un élément tout à fait clé de la façon dont sont gérées les relations de pouvoir. Les débats politiques que nous connaissons aujourd'hui s'articulent très largement, même si ce n'est pas toujours très explicite ni très clair, s'articulent très largement autour de cet enjeu. Nos sociétés sortent d'une structuration verticale de leurs institutions et vont vers une structuration dans laquelle, de toute évidence, l'horizontalité prendra davantage d'importance. L'horizontalité, c'est l'organisation en réseau, c'est l'influence par les pairs, c'est les groupes de pairs que vous allez former aujourd'hui. Cette façon de travailler, cette obsession du partenariat, cette façon de rechercher là où on est, dans le métier qu'on exerce, dans l'activité qu'on a, de rechercher la constitution de ce que j'appelle des communautés d'action. Une communauté d'action, qu'est-ce que c'est ? C'est l'exercice du fait associatif, mettre en commun ses connaissances et ses activités dans un but autre que le partage de bénéfices. Mais quand vous créez une association, vous rassemblez vous mettez en commun des connaissances et des activités entre des gens qui se ressemblent. Une association est composée de gens qui sont semblables les uns aux autres. Une communauté d'action est par construction formée de partenaires qui sont différents les uns des autres. Lorsque je cherche du partenariat, je vais chercher des gens qui appartiennent à d'autres structures, d'autres métiers, d'autres univers institutionnels. Et cette façon d'agir est bien la traduction de la montée de schémas d'organisation horizontaux dans l'organisation de l'action collective. De quelle manière l'horizontalisation de l'action collective peut-elle se combiner, se rééquilibrer avec l'organisation institutionnelle de nos sociétés? C'est un défi majeur, c'est un défi qui est lancé évidemment à l'échelle des grandes institutions politiques, c'est toute la remise en cause de la démocratie représentative par la démocratie participative, ou parce que la Fonda appelle désormais la démocratie contributive. La démocratie contributive, c'est pas quand on demande leur avis aux gens, ça c'est la démocratie participative, où avant de prendre de la décision, enfin dans toute la mesure du possible avant de prendre la décision, pendant qu'on prend la décision, on consulte les gens. La démocratie contributive, c'est faire reposer l'action collective sur la capacité d'action des individus et des groupes eux-mêmes. C'est ce que vous appelez déjà le pouvoir d'agir. Ce débat politique, il faut le comprendre avec la toile de fond que je viens de vous rappeler pendant 20 minutes, c'est-à-dire les transitions qui modifient à la fois les conditions d'organisation globale de la société et la façon de se représenter le collectif et d'agir de chacun d'entre nous à son échelle. Je vous remercie. Merci aux deux intervenants. Alors, un certain nombre de réactions. Je ne sais pas par laquelle commencer. Peut-être une question. On a bien compris la lecture de la démographie aujourd'hui, ces 5 générations. On est passé de 3 à 5, mais en fin de compte, on n'est pas passé de 3 à 5 du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'on a fait pendant cette transition ? On n'est pas passé du jour au lendemain, mais ça a été très très vite quand même. À l'échelle de l'histoire des sociétés, c'est une mutation qui n'a pas de précédent. Donc on a, comme je l'ai dit, commencé par prendre en charge le grand âge, et puis ensuite on a eu on est encore, s'agissant de la génération des seniors actifs, on est encore dans ce moment paradoxal où on voit le débat politique qui continue de se cristalliser autour de la fixation de l'âge légal de départ à la retraite, avec, on l'a vu encore ces jours-ci, François Fillon qui dit « Au cœur de mon programme, il y a le recul de l'âge de la retraite pour tout le monde », alors que le phénomène majeur qui affecte le marché du travail, c'est le sous-emploi des seniors. C'est-à-dire, on vous dit, vous allez prendre votre retraite plus tard, et en même temps, on vous vire de l'entreprise. Donc, il y a 10 ans, entre 55 et 65 ans, il y a 10 ans pendant lesquels vous n'êtes ni actif ni à la retraite. Ça, c'est la preuve tout à fait tangible de l'incapacité où nous sommes jusqu'à présent d'assumer la restructuration de la société. Et de la même manière, dans le chômage de masse qui impacte tellement notre perception de l'entreprise, du travail et de notre organisation sociale, les taux de chômage les plus élevés se situent dans la tranche des seniors, que moi je qualifie de seniors actifs,
et dans la tranche des moins de 30 ans. Donc on voit bien comment cette restructuration des générations est en décalage par rapport à l'organisation et de la production et du comment dirais-je, du système de protection sociale. Alors est-ce qu'il y a une génération charnière ? Tout à l'heure, j'ai dit que les seniors actifs pouvaient être cette génération charnière parce qu'ils venaient dans la conjoncture où nous sommes. Peut-être parce que certains d'entre eux ont le plus de pouvoir d'achat, ils prennent en charge à la fois les plus jeunes et les plus âgés, mais ça peut être des formes de solidarité qui ne sont pas forcément financières. Mais mon expérience récente de président de l'agence du service civique me donne à penser que l'essentiel n'est pas qu'il y ait une génération charnière, l'essentiel est que chacune de ces générations trouve où est sa capacité contributive à l'ensemble de la société. Je dis ça parce que les jeunes en service civique, les jeunes que les politiques publiques ont pendant très longtemps traités comme des gens ayant des besoins spécifiques, ayant besoin d'être pris en charge, formés, accompagnés, mis en tutelle, littéralement mis en tutelle, les jeunes volontaires en service civique sont en train de faire la démonstration que quand au contraire, on les accueille dans une organisation, dans un lieu de production, dans un lieu de socialisation, non pas comme des gens pris en charge, mais comme des volontaires qui sont contributifs, qui apportent quelque chose, le contenu même de la relation entre les générations se transforme. C'est donc pour moi une expérience extrêmement probante.